Comme les grands primates, comme différentes espèces animales, le bébé humain est déjà pré-câblé pour une communication émotionnelle avant d'être, je dirais, à même d'avoir une communication symbolique et un langage articulé. Donc oui, la musique, c'est déjà à la base la possibilité de pouvoir communiquer nos émotions entre espèces. Donc quand on veut rassurer son enfant, rassurer son bébé dans l'espèce humaine, on va trouver une manière de communiquer émotionnellement par les berceuses, effectivement, ce sentiment de réassurance. Mais on le trouve déjà, en fin de compte, chez les grands primates. Charles Darwin a écrit un livre spécifiquement justement sur les liens entre l'expression des émotions entre les espèces, et montré effectivement que la colère ou la peur en tant qu'émotion universelle était produite et ressentie sensiblement de la même manière, quelles que soient les espèces. Quand je suis en colère, en général, j'ai une grosse voix, je fais voilà, je suis en colère, je ne suis pas content. Chez un gorille, c'est un peu la même chose. C'est ça aussi, c'est cette expression de la colère. Quand un musicien va vouloir composer une musique qui exprime la colère, qui exprime éventuellement la force, il ne va pas composer une musique qui va faire truc voilà, tout doux, etc. Non, il va prendre des violons, un orchestre, et ça va faire voilà. Donc on voit bien effectivement cette forme de continuité évolutive entre le langage émotionnel et comment ça s'est transformé d'un point de vue de la culture en une écriture musicale et en un langage symbolique. Différentes études montrent déjà, d'une part, que les modifications, même structurales dans le cerveau, c'est-à-dire l'épaisseur corticale, la connectivité structurale, eh bien, en fait, ça change très très vite parce qu'il y a des études, notamment chez les enfants, qui montrent qu'au bout de quelques mois, on a déjà ces modifications dans le cerveau de la connectivité et de l'épaisseur corticale. Alors après, si à l'âge adulte, j'ai pratiqué la musique pendant l'enfance, si à l'âge adulte, j'arrête, est-ce que j'en ai encore des bénéfices ou est-ce que mon cerveau reste modifié par ces pratiques? Oui, il y a des études qui montrent que, effectivement, d'autant plus que vous avez commencé dans l'enfance, et ces modifications sur le cerveau perdure. Ça veut dire que si vous avez pratiqué la musique dans votre enfance, même si vous arrêtez, eh bien, votre cerveau a gardé effectivement certainement une capacité à distinguer des informations très fines sur le plan auditif. Et c'est pour ça que si vous avez pratiqué la musique quand vous étiez jeune, sans doute que si vous voulez apprendre une langue étrangère, si vous vous mettez à essayer d'apprendre une langue étrangère à l'âge adulte, peut-être que vous aurez plus de facilité. L'apprentissage musical est extrêmement complet du point de vue de l'activité et de la stimulation cérébrale et ce qui produit effectivement un effet en profondeur et qui donne un avantage certainement à un moment donné de leur vie dans le développement de ces enfants pour les apprentissages scolaires. Le dogme habituel de la représentation qu'on a de la maladie d'Alzheimer, c'est que l'encodage de toute nouvelle information est impossible. Et pourtant, la musique a été pour nous la démonstration qu'on s'était trompé et que dans le cerveau de ces patients, il y avait encore la possibilité de maintien de nouvelles informations lorsqu'elles étaient répétées, et en particulier sous ce format de la formation musicale. Et ça, c'est complètement nouveau et surprenant parce qu'on était persuadé que le cerveau était tellement altéré, notamment dans les régions profondes du cerveau qui sont liées à la mémoire, qu'on appelle les régions hippocampiques. Elles sont complètement détériorées, mais en fait, la détérioration de ces régions n'altère pas définitivement, complètement, n'abolit pas complètement toute la mémoire. Ça n'empêche pas que la mémoire continue à fonctionner dans le cerveau de ces patients sous l'effet de la répétition de l'expérience. Un petit peu comme chez le bébé, en fait, qui n'a pas encore accès au langage, qui va avoir des expériences sensorielles, et ces expériences sensorielles laissent une trace dans le cerveau de l'enfant
alors même qu'il n'est pas capable d'en rendre compte. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça change la manière dont on va prendre la philosophie de la prise en charge de ces patients.